gagner un Oscar est censé tout changer. Les studios se battent pour vous, les scénarios affluent sans arrêt, et votre seul nom suffit à vendre un film. Mais si c'était le contraire? Et si, pour certains acteurs, cette statuette dorée marquait le début de la fin? Voici les acteurs dont la carrière s'est éteinte après avoir remporté un Oscar, en commençant par Hilary Swank. Hilary Swank s'est lancée dans le théâtre dès son plus jeune âge. Le début de sa carrière d'actrice se résumait à de petites apparitions dans quelques séries télé peu connues. En 1992, elle a participé au film Buffy, tueuse de vampires, pas la série culte qui a commencé en 1997, mais le film original. 2 ans plus tard, en 1994, elle tient le rôle principal dans Miss Karate Kid, le 4e film de la franchise et le premier sans Ralph Macchio. Il a reçu les pires critiques de toute la saga et a été le dernier opus jusqu'à la version 2010 avec Jackie Chan et Jaden Smith. De 1994 à 1997, elle n'a rien fait qui ait vraiment attiré l'attention jusqu'à ce qu'elle joue dans quelques épisodes de Beverly Hills 9010, le travail le plus important qu'elle ait accompli jusque-là. Jusqu'à ce qu'en 1999, elle tienne le rôle principal dans Boys Don't Cry, ce qui lui a valu l'Oscar de la meilleure actrice cette année-là. Au passage, elle a battu des actrices chevronnées comme Julianne Moore et Meryl Streep. Beaucoup imaginaient que Swank continuerait à construire sa carrière, mais qu'elle aurait du mal à remporter un nouvel Oscar aussi rapidement. Personne n'aurait pu imaginer que 5 ans plus tard, elle en remporterait un deuxième. Million Dollar Baby a raflé toutes les récompenses cette saison-là. En plus de Swank comme meilleure actrice, Morgan Freeman a remporté l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle, Clint Eastwood celui du meilleur réalisateur, et le film a décroché celui du meilleur film, tout cela en l'espace de 5 ans dans sa carrière, ce qui est remarquablement rapide. Mais au-delà du débat sur qui mérite un Oscar, pour beaucoup, Hilary Swank a été considérée comme une erreur de l'Académie, car à 30 ans, elle avait déjà dépassé toutes les attentes et remporté ce dont la plupart des acteurs ne font que rêver. En dehors de ces 2 films, elle n'a jamais rien fait d'autre qui ait vraiment attiré l'attention. Sa carrière ressemble à l'un de ces cas de mauvaise gestion. Ayant remporté l'Oscar alors qu'elle était encore jeune, il était extrêmement difficile de maintenir sa carrière à un niveau élevé. Elle a commencé à apparaître dans des productions jugées médiocres, et comme il s'agissait de films plus modestes qui ne lui demandaient pas grand-chose, les studios ont peu à peu commencé à l'écarter. L'un des plus grands échecs de sa carrière est survenu en 2009 avec Amelia, un biopic sur Amelia Earhart qui semblait vouloir remettre Swank sous les projecteurs. Le film s'est avéré être un désastre à tous les niveaux, n'obtenant que 20% sur Rotten Tomatoes et rapportant à peine 14 millions de dollars pour un budget de 40 millions. Une série développée pour Starz avec le réalisateur Alejandro González Iñárritu n'a jamais dépassé le stade du développement. Sa série Netflix Away n'a duré qu'une saison avant d'être annulée. En 2024, elle est revenue avec Ordinary Angels, un drame plus modeste qui ne l'a pas replacée sous les projecteurs, comme son talent le laissait pourtant présager. Et si l'histoire de Swank est celle d'une disparition discrète, Cuba Gooding Jr. a réussi à le faire de la manière la plus chaotique et publique qui soit. Cuba Gooding Jr. est un autre acteur pour qui la statuette dorée n'a pas vraiment été à la hauteur. En 1996, il a été nommé pour l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour Jerry Maguire, aux côtés de Tom Cruise, qui incarne un agent sportif tentant de relancer sa carrière en gérant un joueur de football têtu interprété par Cuba Gooding Jr. Beaucoup pensaient qu'il ne méritait pas la récompense, mais il l'a remporté quand même. Ce qui a mis tout le monde mal à l'aise, c'est qu'en acceptant son prix, Cuba n'a pas arrêté de parler jusqu'à ce que la musique commence à jouer, signalant que son temps était écoulé. Au lieu de s'arrêter, il a continué à remercier tout le monde en criant et en sautant dans tous les sens comme un fou. Au début, remporter l'Oscar semblait booster sa carrière, et il a joué dans Les Chemins de la Dignité en 2000. Cependant, ce film n'a pas reçu de très bonnes critiques, même si beaucoup pensaient que la performance de Cuba Gooding Jr. était plutôt bonne. Il a ensuite eu un rôle secondaire dans Pearl Harbor, mais à partir de là, sa carrière a plongé, puisqu'il a choisi des films comme Chien des Neiges, un de ses téléfilms du week-end, ou Croisière romantique, une comédie romantique bas de gamme, où il apparaît en exhibant son postérieur, ce qui montrait bien que la magie de l'Oscar s'estompait. Sa carrière a continué de décliner avec une série de films sortis directement en DVD. En gros, si Cuba Gooding Jr. jouait dans un film, c'était synonyme de navet. Peut-être a-t-il connu un léger regain avec la série American Crime Story, où il incarne O.J. Simpson dans le scandale controversé de son meurtre. Il semble que jouer des joueurs de football réussisse bien à Gooding, au point qu'il a reçu une nomination aux Emmy Awards pour ce rôle. Mais alors qu'il semblait que la vie lui souriait à nouveau, en 2019, il a fait face à des accusations de harcèlement auxquelles il a finalement plaidé coupable. Bien qu'il ne soit pas allé en prison, cela a sans aucun doute enterré la carrière de l'acteur.
Mais aussi dure que fut la chute de Gooding, au moins elle a pris des années. Roberto Benigni, lui, n'a eu besoin que d'un seul film. Roberto Benigni a été nommé pour l'Oscar du meilleur acteur pour La vie est belle, un film qu'il a également réalisé et dans lequel il joue le rôle principal, mêlant drame et comédie autour d'un père qui tente de protéger son fils des horreurs de l'Holocauste grâce à l'humour. Benigni frappait à la porte d'Hollywood depuis longtemps sans succès, jusqu'à ce que ce film touche tout le monde et lui vaille l'Oscar du meilleur acteur, battant des acteurs de haut niveau comme Ian McKellen, Edward Norton et Tom Hanks dans Il faut sauver le soldat Ryan, ce qui signifie qu'il a surpassé Hanks dans l'une des plus belles performances de toute sa carrière. Alors cela veut-il dire que Roberto Benigni est une véritable légende du jeu d'acteur ? Eh bien, plus ou moins. Ça aide un peu que La vie est belle ait été produite par Miramax Film, qui à l'époque appartenait au tristement célèbre Harvey Weinstein, mais ce n'est pas de lui qu'on parle aujourd'hui. Le fait est que, lorsque Benigni a gagné, tout comme les acteurs avant lui, il a complètement perdu les pédales lors de la cérémonie, marchant sur les dossiers des sièges et sautant sur la scène comme un fou. Et comme nous l'avons maintenant établi, si tu fais complètement n'importe quoi lors de ta cérémonie, le résultat le plus probable, c'est que ta carrière parte en vrille. Après La vie est belle, il est apparu dans Astérix et Obélix contre César, un mauvais film, mais divertissant pour certains. Mais ensuite est venu Pinocchio, qui a de nouveau réalisé et dans lequel il a joué, incarnant cette fois le petit garçon en bois lui-même, et qui, pour beaucoup, figure parmi les pires films de l'histoire. À partir de là, sa carrière ne s'en est jamais remise. Il est même réapparu dans un autre film Pinocchio, cette fois dans le rôle de Geppetto. Mais même ce film, bien meilleur, n'a pas pu racheter une carrière qui ne s'est jamais relevée après avoir remporté l'Oscar. Et au moins, Benigni avait un film à blâmer. Monique, elle, n'avait rien. Monique, et peut-être que vous vous demandez, qui ? Et honnêtement, je ne vous en veux pas, car à part le rôle pour lequel elle a reçu l'Oscar, cette actrice et animatrice télé n'a pas eu une carrière particulièrement remarquable. Elle a remporté l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour Precious, une adaptation du roman Push qui raconte la vie de Clarice Precious Jones, une adolescente obèse et illettrée, victime de diverses formes de maltraitance. Monique incarne la mère abusive et manipulatrice. Un détail intéressant, c'est que Monique et le réalisateur Lee Daniels avaient déjà travaillé ensemble sur un projet précédent appelé Shadowboxer qui mettait également en vedette Cuba Gooding Jr., qui apparemment lui a transmis sa formule secrète pour gagner un Oscar, mais aussi pour ruiner sa carrière, car après avoir reçu la récompense, Monique n'a rien fait de vraiment marquant. Elle a lancé son propre talk show nocturne qui a été annulé après sa deuxième saison. L'une de ses apparitions les plus récentes est dans un spécial de Noël sur la chaîne Oprah Winfrey Network, où elle partage étrangement l'affiche avec une autre star déchue, Danny Glover. Je suppose qu'aujourd'hui, la phrase « je suis trop vieux pour ces conneries » prend un sens tout particulier. Maintenant, Monique avait au moins un certain anonymat sur lequel se reposer. Alberi, elle, n'avait pas cette chance. Alberi, la suivante sur la liste, est connue pour avoir incarné Tornade dans les films X-Men et bien sûr pour le film où l'on s'est tous demandé qu'est-ce qu'ils ont fait à Catwoman. Mais ne brûlons pas les étapes. Halle Berry a été nommée pour l'Oscar de la meilleure actrice pour Monsters Ball en 2001, un drame familial mêlé à une histoire romantique aux côtés de Billy Bob Thornton et Heath Ledger. Berry incarne une serveuse veuve qui doit aller de l'avant avec sa famille. Et grâce à une performance vraiment remarquable, elle a fini par remporter l'Oscar ce soir-là. Elle était tellement émue qu'elle pouvait à peine parler. En partie, tout semblait bien se passer. Halle Berry est devenue la première actrice afrodescendante qui, en 74 ans d'existence de ses récompenses, a remporté une statuette. Cependant, à partir de là, sa carrière a connu une chute libre. Bien qu'elle ait été pendant un temps l'une des actrices les mieux payées d'Hollywood, cela ne l'a pas beaucoup aidée à décrocher des rôles principaux, comme dans Mœurs à notre jour, le dernier film de James Bond avec Pierce Brosnan, qui est devenu plus célèbre pour ses effets spéciaux catastrophiques et pour avoir enterré la franchise que pour tout ce qu'a pu apporter Berry. Dans les films X-Men, elle a constamment été éclipsée par ses partenaires Patrick Stewart, Ian McKellen et Hugh Jackman, qui se sont révélés plus charismatiques et intéressants aux yeux du public. Sa carrière a continué de décliner avec des films comme Gothica, Dangereuse séduction et bien sûr Catwoman. Grâce à ce dernier rôle, elle a remporté le Razzie de la pire actrice en 2004, ces prix parodiques qui récompensent chaque année le pire du cinéma. Berry s'est d'ailleurs présentée pour accepter son prix, car même elle admet que Catwoman est un désastre. Mais malgré la reconnaissance de cette erreur, sa carrière ne s'en est jamais remise. Elle a fait quelques apparitions, comme dans John Wick, mais remporter l'Oscar a véritablement enterré sa carrière. Cependant, Berry n'est pas la seule, dont l'Oscar a aussi porté malchance à la personne qui se tenait juste à côté d'elle sur cette scène. Adrien Brody, que vous connaissez probablement grâce au pianiste de Roman Polanski. C'est un excellent acteur qui a reçu un Oscar en 2002 précisément pour ce film grâce à sa performance sublime.
L'acteur s'est complètement abandonné à son rôle. Il a perdu 33 kilos, quitté son travail, abandonné son appartement et mis fin à sa relation, tout cela pour ressentir la misère dans toute sa dimension et puiser dans ses sentiments pendant le tournage. Et même si tout ce travail a été en quelque sorte reconnu par l'Académie en lui décernant le prix du meilleur acteur, on ne peut pas dire que cela en valait vraiment la peine. La personne qui lui a remis le prix était Halle Berry, ce qu'aurait déjà dû être un signe avant-coureur. En montant recevoir sa récompense, Brody a embrassé Berry sur les lèvres, ce qui nous laisse supposer qu'il a aussi embrassé sa malchance. Car après cela, l'acteur s'est enlisé dans des projets qui ont rencontré peu de succès, qu'ils aient été rejetés par le public ou par la critique. C'était le cas de The Singing Detective, The Village, The Jacket, ou encore ce film Predators qui donne mal à la tête à tous les fans de la franchise originale. Il a vraiment essayé de devenir une star, mais il a enchaîné les mauvais choix de projets, des projets qui ne lui permettraient plus jamais d'être la tête d'affiche d'un film à gros budget. Heureusement, Brody a trouvé sa place dans des projets de prestige plus confidentiels avec de grands réalisateurs. Minuit à Paris, The Grand Budapest Hotel, Peaky Blinders. Il est resté pertinent, mais dans des rôles secondaires et sans jamais dépasser la performance qui lui avait valu l'Oscar, même si l'histoire mérite d'être mise à jour. En 2025, Brody a remporté un deuxième Oscar du meilleur acteur pour The Brutalist, une fresque épique sur un architecte juif hongrois qui émigre en Amérique après la guerre et lutte pendant des décennies pour préserver sa vision artistique. 23 ans entre les deux victoires, le plus long intervalle pour un meilleur acteur dans l'histoire des Oscars. Que cette seconde victoire lève définitivement la malédiction ou ne fasse que la suspendre, seul le temps pourra le dire. Il est arrivé quelque chose de complètement différent à Tatum O'Neal. Fille de l'acteur Ryan O'Neal, Tatum O'Neal a grandi sous les projecteurs d'Hollywood. En 1974, elle est devenue la plus jeune personne de l'histoire à remporter un Oscar dans une catégorie compétitive, celui de la meilleure actrice dans un second rôle pour Pepper Moon aux côtés de son propre père. Remporter l'Oscar à 10 ans, au lieu d'être un événement heureux, a ouvert une douloureuse fracture entre le père et la fille. Elle a écrit dans son autobiographie A Paper Life qu'elle pouvait voir une profonde rancœur dans les yeux de son père. Le fait que sa propre performance brillante dans le même film soit éclipsée par celle de sa fille. Cette rancœur, affirmait-elle, s'est finalement transformée en colère violente, un ami de la famille ayant même rapporté que Ryan l'aurait frappé au visage après sa nomination. Lorsque Stone Phillips de Dateline NBC lui a demandé comment sa victoire avait affecté leur relation, sa réponse a été dévastatrice. D'une certaine manière, cela nous a détruits. La mère de Tatum, Joanna Moore, était une actrice populaire qui est apparue dans The Andy Griffith Show et a épousé Ryan O'Neal en 1963. Après leur divorce en 1967, la consommation de drogue et d'alcool de Moore est devenue une véritable addiction. Dans ses livres et ses interviews, Tatum a décrit une enfance qu'aucun enfant ne devrait avoir à endurer. Laissée affamée, sans chaussures, exposée à la violence physique et pratiquement abandonnée. La négligence était si grave que Moore a perdu la garde de ses enfants en 1970 alors que Tatum n'avait que 6 ans. Après ça, la vie avec son père n'était pas beaucoup mieux selon elle. Elle a raconté avoir été exposée très jeune à ses relations et à sa consommation de drogue, ainsi qu'à des épisodes de violence physique et émotionnelle. Elle a également révélé que sa mère l'a laissée fréquemment seule avec des inconnus qui ont profité d'elle. Après l'Oscar, il y a The Bad News Bears, International Velvet et Little Darlings. Dès la mi-80, sa carrière ralentit entre apparitions télé et petits rôles au cinéma. Elle décroche ensuite un rôle récurrent durant les 7 saisons de Rescue Me avec Denis Leary. Malheureusement, décrocher des rôles à Hollywood a été un défi pour O'Neal depuis Paper Moon. En 2008, elle a été arrêtée près de son appartement à Manhattan avec du crack et de la cocaïne. Elle a ensuite reconnu avoir rechuté et est entrée en cure de désintoxication. Aux alentours de la cinquantaine, on lui a diagnostiqué une polyarthrite rhumatoïde, ce qui a entraîné de multiples opérations, une pneumonie chronique comme effet secondaire de son traitement et une perte progressive de la fonction de ses mains. En 2020, elle a publié une photo de son dos marqué de cicatrices sur Instagram avec la légende « Croyez-le ou non, c'est moi en train d'aller mieux ». Après avoir subi un grave AVC et être tombée dans le coma en 2020 à la suite d'une overdose, Tatum O'Neal a suivi des années de thérapie pour surmonter l'aphasie qui en a résulté. Son père est décédé en 2023 et en 2025, son exclusion du testament a été confirmée, marquant la fin d'une relation familiale complexe. Aujourd'hui, cependant, elle reste sobre et concentrée sur sa rééducation. Et si l'histoire de Tatum montre à quel point la vie en dehors d'Hollywood peut être brutale, Faye Dunaway montre à quel point Hollywood lui-même peut l'être, même envers quelqu'un qui lui a tout donné. Faye Dunaway a remporté l'Oscar de la meilleure actrice pour sa performance phénoménale dans Network, sa 3e nomination et sa première victoire.
Mais dans l'un des exemples les plus accablants de la malédiction des Oscars, sa carrière s'est effondrée en quelques années et ne s'en est jamais vraiment remise. Après une série de succès critiques et commerciaux tout au long des années 70, les années 80 ont marqué un net déclin. Elle est apparue dans des films très critiqués comme Maman très chère, The Wicked Lady, Supergirl, ainsi qu'une flopée de téléfilms à petit budget que la plupart des critiques n'ont même pas pris la peine de regarder. Sa chute professionnelle s'est poursuivie tout au long des années 90 et elle ne s'en est jamais vraiment remise. Le plus déprimant, c'est qu'elle n'a plus jamais été nommée aux Oscars après sa première victoire. Jusqu'à il y a quelques années, elle travaillait encore sur des productions à petit budget, avec de très rares apparitions dans des films démolis par la critique comme The Bye Bye Man. Une actrice aussi talentueuse est-elle déjà tombée aussi bas et aussi longtemps? Probablement pas. Ce qui est arrivé à Dunaway a pris des décennies. Ce qui est arrivé à Will Smith a pris environ 3 secondes. Will Smith est arrivé à la cérémonie des Oscars 2022, nommé pour l'Oscar du meilleur acteur pour King Richard, où il incarne Richard Williams, le père et entraîneur des stars du tennis Venus et Serena Williams. Et même si l'on peut débattre de s'il méritait ou non la récompense, la vérité est que c'était l'une des meilleures performances que Smith ait livrées récemment, une interprétation vraiment honnête. Et cela aurait pu être un tournant dans sa carrière s'il n'avait pas complètement surréagi à une blague de Chris Rock sur sa femme et ses cheveux, ce qui l'a poussé à monter sur scène et à gifler Rock en pleine figure devant un public stupéfait. Bien qu'il ait ensuite remporté l'Oscar, présenté ses excuses et dansé lors d'une after-party comme si de rien n'était, l'Académie a annoncé qu'elle interdisait à Smith de participer à tout événement de l'Académie pendant 10 ans. Plusieurs projets que l'acteur avait déjà en préparation ont été suspendus, notamment un film d'action pour Netflix qui était déjà en cours de préparation et le 4e volet de Bad Boys. Dans les années qui ont suivi, Smith a sorti Emancipation sur Apple TV+, en 2022, qui n'a pas eu l'impact espéré par qui que ce soit. Il est revenu avec Bad Boys or Ride or Die en 2024, qui a bien marché au box-office, et d'autres projets sont en cours de développement. Mais la version de Will Smith qui existait avant cette nuit-là, celle qui était aimée de tous et pouvait porter n'importe quel film, cette version-là ne reviendra pas. Et alors que Smith, au moins, a fait du bruit en chutant, Kim Basinger, elle, a tout simplement disparu. Kim Basinger, dont on se souvient pour son rôle de Vicky Vale dans le Batman de Tim Burton sorti en 1989. Mais au-delà de ça, la plupart des gens ne se souviennent pas vraiment d'elle. L'Oscar qu'elle a remporté était celui de la meilleure actrice dans un second rôle pour sa performance dans LA Confidential, un film néo-noir de détective se déroulant dans les années 50 où Basinger incarne une femme de nuit. Et à partir de là, sa carrière est partie en chute libre. Ce n'est pas qu'elle ait jamais été une force majeure, mais elle a vraiment disparu de la circulation. Elle a fait quelques apparitions dans des films comme The Nice Guys et peut-être plus particulièrement dans son dernier vrai succès, 50 nuances plus sombres, où elle joue une amie de la famille Grey. Et cela en dit long sur la direction qu'a prise sa carrière, car pour ce rôle précisément, elle a remporté le Razzie de la pire actrice dans un second rôle. Selon vous, quel acteur a connu la pire chute après avoir remporté l'Oscar? Dites-le nous dans les commentaires.